Bonjour, c'est Lisa Azuelos. Vous me connaissez peut-être pour mes films comme LOL, comme Tu es belle, Dalida. Entre mes films, j'ai décidé de faire un podcast pour vous présenter des gens que j'aime, ou des gens connus, ou les deux. Ou alors simplement partager ce que j'ai dans ma tête, et je vous jure, ça vaut le détour. Je te reçois, Stéphanie. Donc, c'est Stéphanie Briand. Je montre chose que j'ai jamais faite. Première fois que je fais de la promo en vrai. Voilà. Wow. Mais c'est pas vraiment de la promo parce qu'on s'aime, mais quand même, c'est de la promo parce qu'on s'aime. Voilà. Donc, c'est Quand le corps n'est plus d'accord. J'adore ce titre. Et qui est un livre génial comme tous les autres livres que tu as écrits. Merci. Stéphanie, d'abord, tu es très, très particulière pour ce podcast parce que tu es un peu la mère universelle de ce podcast, car sans toi, je n'aurais jamais rencontré Anton, et sans lui, je n'aurais jamais fait ce podcast. Donc, je te dois tout, en gros. Et moi, je vais être marraine de ce podcast. Tu es marraine, tu es marraine, tu es une reine, tu es marraine, mais tu es la marraine de ce podcast, et à titre de marraine, donc je suis hyper contente de te recevoir. Normalement, j'aurais dit aujourd'hui, mais c'est mon premier podcast de nuit. Et ce soir, en plus, voilà, on fait une première. J'adore les premières fois. Là, c'est une première. Ça, c'est une première fois. C'est quoi pour toi la première fois qui compte le plus ? Toutes les premières fois, en fait. Parce que mais celle dans ta vie qui a compté le plus ? Alors, la première fois que j'ai eu l'impression d'être droguée sans avoir pris de drogue. Ah ! C'était à Sedona. Ouais. Donc, c'est où Sedona ? Sedona, c'est en Arizona, voilà. Aux États-Unis. Et c'est une ville où il y a plein de vortex. Donc, les vortex, on sait que c'est des tourbillons d'énergie dans la Terre, c'est scientifique. Et je suis allée sur un mont spécial, il y a 4 points à Sedona. Et là, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai été appelée à m'allonger, tu vois, contre la pierre. On avait grimpé, je me suis allongée. Et j'avais l'impression que j'avais le soleil derrière moi qui était mon père et que j'étais couchée sur la terre qui était ma mère et que là, j'étais à la maison. Waouh. Et je me suis relevée. Et j'ai descendu ce petit mont et j'étais défoncée. et j'avais vraiment l'impression d'être complètement droguée. Et pourtant, rien. Mais j'étais dans un état de plénitude, de béatitude. Donc voilà, ça c'est la première fois où je me suis dit « Waouh, il se passe un truc hallucinant. » Que je ne peux pas expliquer, mais que je peux sentir et qui est bien plus grand que... Épiphanique, tu vois. Voilà. Ouais. Eh bien, écoute, pour tous ceux qui n'ont pas... j'ai envie de te dire, rien d'autre ne compte. Hein. Quand on a vécu ça, on sait qu'on est un enfant de la Terre et on sait qu'on a un père et une mère au-delà de notre père et de notre mère. Amen. Alors, pour une fois, j'ai vraiment étudié mon domaine, c'est-à-dire ton domaine. Et donc, dans ce livre, tu parles... d'abord, tu as été très connue pour ton livre sur le souffle. Et est-ce que tu veux nous rappeler quand même un peu ton background, que les gens ne se disent pas, c'est une nana, quand elle s'allonge sur un rocher, elle est défoncée. Qu'on sache aussi que derrière ça, il y a un truc réel, quoi. J'ai commencé ma vie dans le monde du journalisme, donc j'ai été journaliste pendant des années, grand reporter, j'ai fait beaucoup d'investigations, j'ai présenté des émissions, notamment des infos, donc j'étais vraiment dans le dur et puis dans le côté hyper sérieux, rigoureux. Ensuite, à 28 ans, j'ai créé ma société de production et j'ai commencé à produire du documentaire et que des choses qui étaient destinées à avoir un impact positif sur l'humanité. Parce que très vite, je me suis rendu compte en travaillant à la télé que ce qu'on te demandait et ce qu'on vendait bien, c'était ce qui était hyper anxiogène. Les mauvaises nouvelles. Ouais. Ça rapporte. Et les trucs qui font hyper peur. Donc j'ai fait des choses passionnantes, tu vois. Par exemple, j'ai fait un documentaire, une enquête sur les cartels de drogue au Mexique, où on avait infiltré des cartels, et c'était vraiment sur les femmes dans les cartels. Et le titre qui avait été choisi, si tu veux, c'était évidemment hyper putassier, parce qu'il fallait vendre. Et au bout d'un moment, j'en avais un peu assez d'être dans ce monde-là, même si les thématiques étaient intéressantes, qui étaient détournées. Donc, c'est quoi, juste pour info, le titre ? C'était gros calibre et talons aiguilles des femmes dans les cartels, tu vois. Ouais, c'est-à-dire que San Antonio, à côté, c'est Céline, quoi. Enfin, voilà. Pas les sacs, hein, l'écrivain. Non. Oui, reprécisons, bien sûr. Donc, ma première carrière, ma première vie, c'était ça. Ensuite, quand je me suis mise à produire, eh bien, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que quand j'allais dans les chaînes et que je proposais des concepts, on me disait « Oh, c'est génial, ça n'a jamais été fait.
mais c'est pour ça qu'on va pas le faire. Et là, je me suis sentie, comme qui dirait, bloquée. Et je me suis dit, je crois que c'est pas tes idées ou toi qui va pas. Voilà, c'était vraisemblablement pas au bon endroit. Donc, je suis partie aux États-Unis, à Los Angeles, où nous nous sommes rencontrés. Absolument. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire ? Je pouvais pas travailler pour les Américains. J'avais, tu vois, un visa de presse. Je pouvais que travailler pour ma société de production. Et c'est là que j'ai commencé à étudier la neurobiologie interpersonnelle, à travailler avec des experts. Et j'ai fait un film documentaire qui est sorti en salle, qui s'appelait Le cerveau des enfants. Et ensuite, j'ai tiré là-dessus, sur l'aspect scientifique, mais aussi les sagesses ancestrales, le côté pluridisciplinaire. Et avec ma rigueur de journaliste et mon travail d'analyse de journaliste, j'ai décidé d'aller trouver ma propre voie, en fait, plutôt que d'être un vecteur et de transmettre ce que je pouvais avoir autour de moi et la parole des autres. Eh ben, j'ai trouvé quelle était, moi, ma parole et comment j'avais un talent à synthétiser des choses qui, habituellement, ne se parlaient pas, et puis de retransmettre et aussi créer des outils, parce que j'ai toujours été très dans le corps. Donc, comment est-ce qu'on fait aller plus loin que juste la tête et penser bien et que ça s'incarne dans la matière, quoi. Mais ça, c'est vraiment là-dessus on s'est rencontrés. On avait un peu toutes les deux envie de changer le monde, etc., et de faire du bien. Mais aussi, en tout cas, moi, dans ma tête, pour moi, tu étais une scientifique. Parce que tu connais tellement de choses, justement, sur le cerveau, le souffle, le corps. Tu relis tout ça. Et tu fais avec des concepts, moi je fais ça avec des concepts à la fois d'économie, de sexualité et de cinéma. Toi, tu le fais avec tout ce que tu as pu apprendre à la fois en médecine, en philosophie, en retransmettre des nouvelles. En fait, tu nous donnes des nouvelles de nous-mêmes. Tu es passé des nouvelles du monde aux nouvelles de nous-mêmes. Et ça, je trouve ça extraordinaire. C'est hyper beau, j'adore. Ah bah voilà, écoute, je t'ai trouvé le nouveau titre. Ce sera pas talons aiguilles et chaussettes sales, mais bon, voilà. Voilà. Avec Stéphanie Briand, on a des nouvelles de nous-mêmes. Et ce que j'aime particulièrement dans ce livre, Quand le corps n'est pas d'accord, d'abord, c'est que on sent bien que quand le corps n'est plus d'accord, d'ailleurs, c'est pas n'est pas d'accord, parce que quand le corps n'est pas d'accord, c'est un viol, nous vous le rappelons, mais quand le corps n'est plus d'accord, on sent bien qu'on a quelque chose à y faire là, dans cette histoire, entre nous-mêmes, et déjà, rien que de faire résonner le mot corps et le mot accord, est-ce que tu as envie de nous parler de cette petite boucle d'harmonie là ? C'est hyper intéressant parce qu'en fait, notre corps, il réagit à ce qui n'est pas cohérent. Donc, quand il n'y a pas de cohérence dans le corps, il y a de la maladie, il y a des symptômes. Et donc, cohérent, c'est un mot qui veut dire qui vient du cœur. Ouais. Et la notion d'accord et d'harmonie, c'est de la cohérence. Voilà. Quand il n'y a pas de cohérence, il n'y a absolument pas d'harmonie, donc il n'y a pas d'accord. Wow. Et je trouvais que ce titre, dès que je l'ai eu, tu vois, il m'a semblé résonner, justement, qu'il avait tout son sens et que c'était là-dessus qu'on allait pouvoir se fier, en fait. Simplement se poser la question, est-ce que mon corps est d'accord ? Bah, ça nous évite beaucoup d'emmerdes dans la vie, quand même, tu vois. C'est drôle parce que vraiment, j'ai jamais aussi bien entendu le résumé de tout ce que je pense. Parce que souvent on se dit, est-ce que je suis d'accord ? Mais ça ne résonne pas. Est-ce que mon corps est d'accord ? Ça change la question alors que c'est la même question et on a tout de suite la réponse. Comment t'expliques ça ? Mais parce qu'il sait. Il sait et nous ne savons pas. Non. Et tu sais pourquoi ? Parce qu'on a dit le cœur a ses raisons et moi je dis le cœur a sa résonance. Oui. Et voilà, il faut passer de la raison à la résonance. Exactement. Et le corps, eh bien, c'est justement lui qui a le cœur. Enfin, pour moi, le corps, c'est notre âme parce que c'est lui qui porte notre cœur. Et absolument, c'est la résonance. C'est notre caisse de résonance, mais c'est une très belle caisse. Hein. Turbo, intérieur cuir, toute option. Et en plus, c'est nous qui mettons les options. Ouais. Je crois que c'est ça et que parfois, on se voit plus petit qu'on ne l'est. Et on dit non, mais c'est pas grave, je vais pas mettre intérieur cuir, je vais pas mettre le toit ouvrant, je vais pas mettre, etc. Parce qu'on se diminue beaucoup. Mais ça, c'est une autre partie du livre. Moi, je voudrais déjà te poser la première question, parce que j'ai quand même pris des notes pour une fois. Je suis impressionnée. Hein. Ouais, même moi, je suis impressionnée. Antoine, il n'a jamais vu ça. Il me dit, à chaque fois, il me dit, c'est dingue, tu as réussi à faire ce podcast sans avoir aucune note. Non, mais parce qu'il y a des choses qui m'ont interpellée. Alors, je ne dis pas que les autres trucs, ça ne m'interpelle pas, mais bon. Je voudrais déjà que tu me dises pourquoi, pour toi, c'est différent, ce qui est bon pour la santé et ce qui procure de la santé. C'est quoi ? Parce que j'ai adoré cette nuance. Je sais que tu as raison et je ne sais pas expliquer pourquoi. Tu l'expliques dans le livre, mais bon.
Parce qu'il y a plein de choses en fait, c'est un peu le mental. Tu vois. Donc, ça, c'est bon pour la santé. Manger 5 fruits et légumes, c'est bon pour la santé. Voilà. Et ce qui procure de la santé, c'est là où le corps, il répond positivement. D'accord. Donc, il y a une espèce de bon sens. Pour moi, ça vient du bon sens. Il y a un côté de domination quand on veut faire ce qui est bon pour la santé. Et quand on veut procurer de la santé, c'est de l'amour, en fait. C'est qu'on veut que le corps aille bien. C'est pas du tout qu'on veut prendre le contrôle du corps, le maîtriser et faire en sorte qu'il soit en santé parce qu'on l'a décidé. En fait, bon pour la santé, c'est comme si c'était un peu, on entend beaucoup ce mot chez les féministes, une injonction sociétale. Ouais. Mais il y a un côté injonction avec bon pour la santé, alors que procure, c'est tu t'es cassé la tête pour savoir ce qui va pouvoir procurer. Et ce mot de procurer, il est magnifique parce que curer, ça veut dire soigner, en fait. Et procurer, ça veut dire qu'est-ce que je vais pouvoir faire, donc proactif, pour être en santé, en fait. Et surtout, en fait, ce qui est bon pour ta santé n'est pas nécessairement bon pour ma santé. Il y a aussi ce côté-là, c'est pas du tout dogmatique. On peut pas savoir ce qui va fonctionner pour certains et pas pour d'autres. Donc, il faut arrêter de se dire, voilà, c'est ça, ça, ça. Il faut tester. Faut pas manger de gras, faut pas manger de sucre, faut pas manger peut-être pas pour toi, peut-être pour l'autre, etc. Exactement. Et si on commence devant une assiette ou si on commence devant un sport ou si on se demande est-ce que mon corps est d'accord, on va avoir la réponse, en fait. Ouais. Après, parfois, on autoviole son corps. Moi, souvent, là, tout à l'heure, j'ai mangé un pot de rillettes. Je dis, est-ce que mon corps est d'accord ? Il n'était pas très d'accord, mais moi, j'étais très d'accord. Ouais, je et voilà, et j'ai tapé la rillette, mais avec du pain sans gluten, je tiens à le préciser. Quand même. Et alors, il y a une autre notion dans ton livre que j'ai adorée et qui me fait beaucoup réagir. On va pouvoir dérouler ce fil-là, qui est un fil rose, pas rouge. C'est la différence que tu fais entre le confort et le bien-être. Et que le confort n'est pas forcément source de bien-être et vice-versa, d'ailleurs. Notre cerveau, en l'occurrence, il veut son confort. Donc son confort, c'est quoi ? C'est ce qu'il connaît. Mais ça n'a rien à voir avec le bien-être parce que notre cerveau, il ne nous veut pas du bien. Mais pourquoi ? Mais parce qu'il a c'est la fille qui tombe des nues, quoi. Mais enfin... S'il a toujours fait la même chose, il va surtout pas vouloir changer. Notre cerveau, il veut qu'on reste devant la télé, une bière à la main, même si elle n'est pas très fraîche. On fume une clope ou un joint, et on reste devant 3 matchs d'affilée sur Bein. Et là, le cerveau est content. Okay. Il va pas nous amener à autre chose. Il veut juste... Lui, ce qu'il veut, c'est ce qu'il connaît. Donc, ce qu'il a toujours fait. Il va pas nous amener sur des territoires nouveaux. Parce que, comme le job du cerveau, c'est d'anticiper ce qui va se passer. Il fait de la probabilité en permanence. Bah, si on l'amène sur un autre territoire, en fait, la machine s'embrouille. Ouais, il n'a pas la solution à cette nouvelle probabilité. Et il veut pas du tout aller là. Comment il va dire qu'il veut pas comment... Bah, tu vois tous les aveuglements qu'on a, toutes les choses qu'on ne voit pas, voilà, on continue comme ça, où on se dit, mais attends, pourquoi je fais encore et encore tout le temps la même chose ? Et il y a une notion de répétition. Il n'y a que par la répétition qu'on arrive à changer. Pourquoi ? Parce que ça va devenir le programme par défaut du cerveau. Donc quand on lui a bien répété, il accepte, ça devient son nouveau confort. Et là, c'est bon. Et c'est dans ce sens-là qu'on peut, tu vois, faire équipe, en fait, et dire, moi, je vais l'amener là. Donc, il y a quand même, on ne veut pas imposer, mais il y a quand même une notion de discipline si on veut changer quelque chose. Ouais. Parce que la répétition, c'est quand même un peu de la discipline. Il y a un concept que j'adore, moi, c'est la blissipline. Ah, je l'adore, celui-là, je l'ai lu aussi. Ouais, tu passes de la discipline, où tu fais en effet la répétition, à la blissipline, où après, tu n'as plus besoin de te forcer, parce que bliss, c'est vraiment la félicité, l'absolue béatitude. Et ça ne deviendrait plus à l'idée de faire autrement, parce que c'est ton kiff, et tu as envie de le retrouver en permanence. Mais c'est vrai que de se remettre sur les rails... Ouais, la kifficine. En français, la discipline, ce serait la kifipline. Ouais, kifipline. La kifipline. Bah oui, mais c'est pas mal, la kifipline. Ouais. Donc, c'est ça en français. Ouais. Mais c'est vrai que je me rappelle quand j'étais petite, je lisais beaucoup Tintin. Et qu'on voyait tout le temps Tintin ou Milou ou le capitaine Haddock avec le diable d'un côté et puis l'ange de l'autre. Et il disait, mais si, il mange ce truc. Mais non, tu sais bien que non. Mais si, mais non. Et cette espèce de binarité du cerveau qui d'un côté t'entraîne vers pas du tout de discipline et que tu sais que tu vas lâcher la pente. Et de l'autre côté, la blissipline. Est-ce que tu as un petit tips par rapport à ça ? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ce petit tips où ça n'existe pas et juste, il faut s'y coller.
Faut savoir juste quelles vont être les conséquences et est-ce qu'on a envie d'y aller ou pas. Enfin, tu vois, faut pas non plus être dans une espèce de... Je crois que la cohérence et l'harmonie, c'est aussi de s'autoriser des écarts et d'être tranquille avec ça. Il y a une notion de culpabilité qui est hyper importante. Et la culpabilité, elle vient que quand on considère qu'on est en charge de tout. Donc, voilà, parfois, il faut lâcher un peu la bride, tu vois, et se dire, OK, je crois que l'état dans lequel tu fais rentrer des choses dans ton corps ou tu choisis de faire des choses avec ton corps est hyper important. Et c'est ça le message, parce qu'on n'arrête pas de communiquer avec nos corps. C'est ce que tu disais, c'est ce que tu dis dans le livre. Et en fait, c'est pas tellement la connexion qui importe, c'est l'information. Et ça, j'aimais beaucoup aussi, j'avais envie que tu m'expliques. La relation. On pense jamais notre corps en termes de relation. Pourtant, on a une relation avec lui. Et souvent, on a l'impression qu'on est son corps. Moi, je ne crois pas qu'on est son corps, en fait, parce que nos corps, ils ont leur propre intelligence et aussi, comme le cerveau, ils ont des besoins qui sont les leurs et parfois qui sont parfaitement insensés. Parce qu'en somme, le corps, ce qu'il veut, c'est la reproduction et la survie. Et quand il a besoin de survivre, parfois, il va faire des trucs surréalistes qui peuvent potentiellement nous faire tomber malades. Parce qu'il ne va pas mettre les choses au bon endroit. Par exemple, la dépression. C'est hyper intéressant parce que... Tu vois, ça peut être une réponse du corps à un phénomène d'inflammation. Donc, le corps, il a de l'inflammation et il dit « Ouh là là, alerte, ça va plus, il faut que ça s'arrête. » J'arrive plus à trier les déchets, les pas déchets, la poubelle jaune, la poubelle verte. Exactement, je peux pas... Parce que, en général, l'inflammation, pour le corps, du point de vue du corps, ça sert à guérir, à combattre quelque chose. Oui, comme la fièvre peut guérir parce par que la chaleur. Il y a une activation, voilà. Et donc, aujourd'hui, le problème, c'est que ce qui crée de l'inflammation, c'est du stress. Donc, en fait, on n'a rien à guérir concrètement dans le corps. D'accord. Donc, comme il envoie l'inflammation et qu'il amène la réponse de dépression pour immobiliser le corps, pour qu'il soit bien calme et qu'il puisse guérir. Mais quand tu es en maxi-stress du boulot ou de la famille, tu n'as surtout pas besoin d'être allongé parce que tu n'as pas de plaie concrète à guérir. Donc, on sait que la dépression, ce qui serait peut-être mieux, c'est plutôt que de se reposer, de faire baisser l'inflammation et de continuer le mouvement. Mais là, c'est une réponse du corps qui est contre-productive par rapport à nos besoins, à nous, d'humains. Et ça, c'est intéressant aussi de le comprendre, plutôt que d'être victime de ça ou de se dire « Ah, mais j'ai trop tiré ». Ben non, si tu le sais, tu désamorces. Et c'est alors, comme si ça quelqu'un, qu'on parce que rejoue. ça peut arriver, si quelqu'un se retrouve un peu... Moi, ça m'est arrivé, j'ai fait un burn-out ou une dépression. Je pense que j'avais un terrain dépression et que j'ai fait un burn-out sévère à 50 ans. Et je suis restée 1 an à jouer avec ma télécommande, comme ça, en gros. C'était ma seule activité de la vie. Et si quelqu'un sent qu'il a trop tiré, on dit tirer sur la corde, on se demande de quelle corde il s'agit. Mais si quelqu'un a trop tiré sur la corde et que il a vraiment envie de tout à coup, il a plus d'envie. Enfin, il y a des petits signes un peu avant-coureurs de plus envie de mouvement, plus envie en général d'avoir du sexe, plus envie ou trop manger ou pas assez manger. Toi, tu dirais comment remettre le corps en discipline ou en discipline à ce moment-là, qu'il n'a plus d'envie? Parce que la dépression, c'est aussi, j'ai plus envie de rien, donc je vais pas bouger, quoi. Le mouvement, parce qu'en fait, le corps est fait pour le mouvement. Donc, quand il n'y en a plus, on le condamne d'une certaine façon. Et puis surtout, tu disais tirer sur la corde. Et moi, j'ai l'impression que se tirer sur la corde, c'est tirer sur la corde du système nerveux. Parce que tu sais, quand tu vois le nerf, et le nerf vague notamment, c'est notre système nerveux sur lequel on a trop tiré. Donc là, il ne sait plus faire. Il comprend plus ce qui se passe. Il est en dysfonction. Et pour moi, une des clés, c'est d'aller rééduquer ce système nerveux. Parce que c'est lui qui nous a mis dans le rouge aussi. D'accord. C'est que comme tu dis, j'avais un terrain. Ça veut dire quoi, j'avais un terrain? Ça veut dire que tu avais des mécanismes par défaut qui t'ont amené sur la brèche. Moi aussi, j'ai un terrain. Tu vois, on ne fait pas ce qu'on fait dans la vie sans avoir ce terrain-là. Mais est-ce que tu crois que dans des pays, justement, où il y a moins de confort, il y a moins de terrain pour la dépression parce que, justement, le mouvement est obligatoire? Pour aller chercher de l'eau, pour aller chercher il y a plein d'endroits où encore on va chercher du bois pour faire cuire du feu. Est-ce que tu penses que ces mouvements basiques que le confort nous a enlevés entraînent, du coup, une brèche de dépression, presque? Pour moi, ce qui amène la brèche, c'est plutôt de ne pas avoir pu terminer un mouvement
à un moment donné où on a vécu un traumatisme. Ça, c'est intéressant, mais il faut que tu m'expliques. Je sais que c'est une clé, là, je le sens. Mon corps est d'accord, mais je ne sais pas pourquoi. En fait, notre système, il se fige quand on l'a empêché de répondre. Tu vois, moi, je me suis aperçue... Un exemple, par exemple. Je prends un exemple assez terrible, des attentats du Bataclan. Ok. Donc, les personnes qui sont rescapées n'ont pas pu réagir parce qu'elles n'ont pas pu terminer leur mouvement. Certaines personnes ont réagi différemment. Il y en a qui sont partis en courant. Il y en a qui ont préféré faire comme s'ils étaient morts pour se protéger. Mais dans le corps, en fait, la réaction qui aurait dû être du combat ou la fuite, qui est une réaction saine, elle est indispensable à avoir. Si tu te fais agresser dans la rue, imaginons tu te fais agresser, et tu te fais voler tes affaires et tu réagis pas et tu donnes tout, voilà. Tu t'en sors. Sauf que, en fait, ton mouvement de corps et la colère que tu devrais ressentir, si elle ne sort pas, si le mouvement ne se termine pas, il reste figé. Et s'il est figé, eh bien, c'est là qu'il y a un traumatisme qui s'engramme. Ah, j'adore. Ça réagit partout dans mon corps. Je sens mon air vague, pas vague, divaguer, revaguer surtout. J'adore. Donc, dans nos vies, combien de fois on n'a pas fini le mouvement ? Votre patron vous Sachant parle que la comme colère une merde. est un mouvement. Mais oui. Et ça, les gens ne le savent pas. Moi, je suis très pour la colère qui sort. Et ben moi aussi, maintenant. Mais pour autant, tu vois, j'avais l'impression de ne pas avoir de colère. Mais parce que j'avais tellement bien maîtrisé le... Et en fait, mais ça crée évidemment des problèmes parce que tu sors pas ce mouvement sain, la colère de tu subis une injustice, purée, t'es en colère. Et ça sort, et c'est pas grave. À partir du moment où c'est ponctuel, il y a une notion, ce qui rend malade et ce qui abîme, c'est quand ça devient chronique. La colère, si elle sort à un moment donné et que c'est terminé après, bah, c'est parfait, elle est saine et c'est naturel. Et notre système nerveux, il a des mécaniques qui sont saines et d'autres mécaniques qui sont malsaines. Celles qui sont saines, c'est le combat ou la fuite. Celles qui sont malsaines, c'est la soumission, l'effondrement ou la paralysie. Donc, le mouvement ne se termine pas quand on a une de ces trois réponses. Et dans ce cas, il faut repasser par terminer le mouvement. Voilà. Et donc, ce n'est pas finalement vraiment le mouvement de notre corps, c'est tous ces mouvements qu'on n'a pas pu terminer. Et c'est aussi pour ça que c'est dans la relation, c'est-à-dire que dans la sécurité du lien, dans le fait que le corps, il ne porte pas une espèce d'insécurité permanente. Quand on n'a pas pu lui permettre ça, il a de l'insécurité. Et donc, ça va se ressentir sur d'autres choses. Tu vois, moi, ça m'intéresse vachement, par exemple, la notion de poids, de perdre du poids. Je sens qu'on va parler de trucs qui m'intéressent. Alors, attends, il ne faut pas faire... Ouais. Pardon. Ouais. Faut que ça, parce qu'on l'entend dans le... Ouais. Hein ? T'es comment, là ? Alors, la notion de poids, parce que c'est vraiment un dossier... C'est un dossier pour moi. Bon, clairement. Pour tellement de personnes. J'essaye tous les régimes, ça ne marche pas. Je fais le yo-yo depuis 30 ans. Voilà. En fait, c'est une réponse du système nerveux. Il a appris à se protéger comme ça, le corps. Donc, à chaque fois qu'il va rencontrer la même problématique, lui, c'est son mouvement. Je prends du poids, je garde, je me protège. Le poids est un mouvement, en fait. Et c'est un mouvement qui s'est terminé dans le corps qui n'est pas le bon. Mais en fait, on n'a pas pu faire celui qui était le bon. Donc, il faut mener l'enquête. En fait, tu peux réentraîner. Le mouvement que j'aurais dû faire à la place de ça. Ouais. Quelle colère j'ai pas posée, quelle tristesse j'ai pas posée, quel mot j'ai pas dit, quel au revoir j'ai pas fait, etc., etc. C'est un mécanisme de défense, puisque rationnellement, on voit bien qu'on a beau essayer de faire des choses par l'extérieur, de plus manger, de faire plus de sport, mais non, ça revient, parce que c'est vraiment le mécanisme par défaut. Mais par exemple, dans le cas du Bataclan, comment on aurait fini le mouvement ? Moi, je travaille avec des techniques de souffle aussi, où tu revis la situation, donc tu repasses à travers émotionnellement, tu finis ton mouvement justement par ce mode de combat, et après, on réencode une nouvelle histoire. Donc, par la respiration... Par exemple, sur un Bataclan ou sur une prise d'otage ou sur... Eh bien, tu vas te remettre dans la situation émotionnelle, revivre la chose et faire par le corps ce que tu aurais voulu faire à ce moment-là. D'accord, ok. Donc, prenons... Ou un viol. Je me suis fait agresser et en fait, à ce moment-là, j'aurais dû hurler, taper. Et donc, on va revivre la scène. Donc, le corps termine la scène.
Donc, il y a quelque chose de nouveau qui s'est passé en lui. Et après, en se mettant dans un état de conscience modifié par la respiration, on va aller re-raconter, c'est le thérapeute qui re-raconte cette scène avec ce bon mouvement. Et là, le cerveau, il est prêt à l'accepter, le corps aussi, parce qu'il l'a vécu. Donc, il sait en fait ce que c'est en termes de sensations. C'est hyper intéressant de se dire que nous sommes des êtres sensationnels à tout point de vue. Donc là, comme le mouvement a été terminé, on va pouvoir raconter une nouvelle histoire à notre corps, à notre émotionnel, et qui va devenir sa réalité. Donc après, on peut avoir à le refaire plusieurs fois pour que le mouvement passe. Mais à chaque fois qu'on fait ces techniques-là, ces pratiques, tu vois, moi je forme notamment des thérapeutes, c'est incroyable les déblocages. Et sur des choses... mais ça m'étonne pas. Sur des traumas d'enfance très, très violents, toutes les choses qu'on n'a pas pu faire, tous les hurlements qu'on n'a pas pu avoir, tout... Même si on ne se rappelle pas, puisque moi j'ai des parties de mon enfance complètement traumatiques dont je ne me rappelle pas. Il faut avoir une bribe de départ, si tu veux, quand même, de situation, parce qu'on a besoin de revivre l'émotion, donc on doit retrouver quelques souvenirs, et on travaille justement sur la description des sensations. On ne cherche pas la narration, c'est voilà comment je me sentais, il faisait chaud, il faisait froid, il faisait jour, il faisait nuit, la pièce était de telle couleur, voilà, des éléments comme ça qui vont nous permettre justement d'être dans la subtilité de ce que le corps a gardé. Magnifique. Mais écoute, j'ai fait une thérapie pour en changer ce week-end avec quelqu'un justement qui m'a débloqué dans le corps les traumatismes associés à certaines parties de mon corps. Et j'ai littéralement senti les blocages partir dans ses mains et mon corps a revécu une sensation comme mentholée à chaque fois qu'il passait dessus. Il y avait comme une sensation de menthe, tellement ça respirait à nouveau. Comme si ma jambe était partie dans une forêt de sapins, quoi. Un truc vraiment très, très puissant. Donc, je te dirais, parce que, écoute, je te donnerai le nom et éventuellement, je l'aurai en interview, un de ces quatre, parce que c'est assez surprenant, sa méthode. Et je vais revenir sur ta notion de relation. Parce que moi, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a 2 ans, sous champignons. Là, pour le coup, j'avais pris de la drogue, mais en mode thérapie. Donc, j'étais allongée avec un masque, champignons, et je pars comme ça Bon. Et je comprends, mais vraiment de l'intérieur, ce qu'est la relation. Et surtout, je comprends que quand on dit la vie, qu'en fait, la vie n'existe pas. Ce qui existe, c'est ma relation à la vie. Quand je dis la vie, en fait, la vraie phrase, le vrai mouvement, c'est ma relation à la vie. Et que la qualité de relation, ça va être la même partout. C'est-à-dire que il faut s'entraîner à la relation en permanence. Et c'est ça que j'ai compris. Bon, moi j'étais pas sur la pierre à Sedona, j'étais sous champi sur un matelas. Mais s'entraîner à la relation en permanence, c'est-à-dire que tu marches dans la rue, quelle est ma relation au sol, mais le faire consciemment, mes yeux, qu'est-ce qu'ils vont être portés à voir, ce qui va être porté à voir, c'est-à-dire que si tout à coup je vois quelqu'un je me dis, il est moche, quelle est ma relation à ce moche, et tout à coup, d'être en relation, la mocheté va partir et la relation va créer une autre dimension, etc. À tout moment, on peut rééduquer la relation et c'est ça qui va faire que la vie change. Parce que c'est ma relation à la vie qui change. Et c'est ce truc de relation, ça m'a changé. Et pour le coup, ça m'a vraiment changé la vie. La qualité des relations, on sait que toutes les personnes sur leur lit de mort, qu'est-ce qui va rester ? C'est juste ça et c'est ça le plus important. C'est les relations qu'on a eues et les blessures qu'on a, c'est aussi des relations qu'on n'a pas eues ou qui se sont mal passées ou qu'on a sabotées ou qu'on aurait voulu avoir. En effet, tout se résume à cette notion de relation. Et la relation, pour autant, elle s'apprend. Tu vois, on n'est pas compétent en matière de relation. Alors, surtout moi. Mais tu progresses. Mais je progresse parce que, en fait, tout ça pour en arriver à la relation à moi-même. Et c'est pour ça que, par exemple, depuis une semaine, au lieu d'écrire dans mon journal où j'essaie de... Mais aujourd'hui, j'ai mangé
souvent j'aurais pu mettre comme une grosse vache ou un truc comme ça, tu vois. Je commence par, aujourd'hui je me suis régalée avec, et ça m'a fait un effet, tu peux pas t'imaginer. Démarrer la phrase par, aujourd'hui je me suis régalée avec, parce que je me suis régalée. Après je me suis sentie coupable, je me suis insultée et tout ce que tu veux, mais me rappeler juste du régal m'a changé ma relation déjà ces 3-4 derniers jours avec la nourriture. C'est vraiment un long apprentissage et je pense que quand on a des problèmes de poids, la relation qu'on entretient même avec son poids, parce que moi, si on me demande du jour au lendemain de devenir maigre, de me réveiller maigre, ça me fait peur, en vrai. Parce que ça me protège aussi. Et c'est là que j'adore ce que tu dis, le corps n'est pas encore d'accord. Sinon, on n'aurait pas tout ça autour de nous. Donc... Et ça, la notion de peur, c'est hyper intéressant parce que j'ai compris un truc il n'y a pas très longtemps. C'est que c'est pas que ce qu'on redoute, on l'attire. C'est que ce qu'on redoute, tant que c'est pas arrivé, on a peur. Et quand ça arrive, on est soulagé. Et donc, tu vois, j'avais jamais vu les choses comme ça. Et je me suis dit, waouh! C'est que pour pouvoir enfin faire, faut que le pire soit arrivé. Mais on peut pas continuer comme ça. Bah non. Mais c'est marrant parce que je résumais ça, quand les gens disaient « Oh, il y a plus de peur que de mal ». Je disais « Ben non, en fait. Il vaut mieux qu'il y ait du mal que de la peur. » Parce que la peur, ça reste figé en toi. C'est justement... En fait, la peur, c'est ce mouvement qui n'a pas continué. Oui, exactement. Ouais. Sauf si elle est là pour t'alerter. C'est comme la douleur. Tu vois, la douleur, elle est là en signal. Elle attire ton attention. Quand tu parles de la relation et d'être en relation avec tout, c'est aussi l'attention. Parce que la relation, s'il n'y a pas d'attention, il n'y a pas de relation. Là, on met les pieds dans un gros truc. Vas-y. Non, mais t'as dit ça, tout à coup, j'ai vu le vol d'attention des algorithmes. Oui. Et je me dis qu'en fait, ça nous coupe de la relation et aux autres et à nous-mêmes. Ah bah, t'as carrément raison. Ouais. Quand il n'y a pas d'attention, c'est pas possible. C'est attention, faire attention, être alerte. Et ouais. Pour moi, la notion d'attention, elle est incroyable. Même quand tu parles aux gens, je ne sais pas si tu les vois quand ils partent. Moi, je vois les gens qui sont là ou pas là. Parce que tu as plein de corps inhabités, quand même. Donc, tu as des nos conversations... fantômes vivants, quoi. Ouais. Et waouh! Tu veux dire, c'est des gens qui parlent, mais qui ne sont pas là, presque. Qui occupent l'espace, mais qui... Eux, ils sont en hypervigilance. Donc, leur attention, elle est capturée. Parce qu'ils sont là, attention, mais en mode chronique, tu vois. Par exemple, un petit exemple bien concret. Comment on pourrait... Il y a plein de gens, tu sens, quand ils te parlent, il y a un truc un peu robotique, un peu mécanique. Oui. Ils s'observent eux-mêmes, donc ils te portent de l'attention. Mais en fait, comme s'il pouvait y avoir une voiture qui débarquait dans la pièce, donc qui doivent être en cet état d'hypervigilance. Ils ne font pas attention à toi. Non, et souvent aussi, ils font attention à ce que toi, tu peux penser d'eux. Moi, c'est surtout ça que C'est rare la voiture qui arrive dans la pièce. Mais par contre, moi, je rêverais que un jour, mais bon, pas sur moi. Oui, mais leur corps, il est dans cet état-là. C'est-à-dire qu'il est moi, ça. Je suis en état d'hypervigilance, je le sais, souvent. Voilà. Mais en revanche, j'ai lâché jusqu'à 40-45 ans. Je voulais tellement qu'on m'aime que j'étais aussi en hypervigilance d'amour. Je voulais qu'on m'aime. Donc, ce que je vais dire, je veux que ça plaise. Donc, quand je parle à quelqu'un... En même temps que je lui parle, je mesure l'impact que ce que je vais lui dire va avoir sur son amour pour moi. Et ça, déjà, c'est de l'hypervigilance. Et c'est de la perte d'attention pour l'autre et comme un trop-plein d'attention pour soi, quoi. Et oui, et tu vas pas pouvoir capter plein d'éléments, justement, qui sont là, de l'ordre du cœur. Mais de toute façon, quand tu rentres dans le cœur, en fait, tu vois que tu perds cette hypervigilance. Il y a un truc, d'un coup, qui passe partout et tu perds le fil de tes conversations, comme j'ai fait tout à l'heure. Comme tu as fait, mais c'est très bien. Mais tu sais que j'ai fait ça il n'y a pas longtemps à une amie à moi, que j'adore, mais c'est difficile pour moi parce que je sais que quand elle parle, elle démarre avec une bonne intention et tout à coup, elle va parler d'abord comme ça et je l'entends presque plus. Donc ça me demande une attention terrifiante parce que je sens qu'elle parle plus pour moi, pour que ça arrive dans mes oreilles. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un moment où elle va se répéter beaucoup, comme si j'allais pas comprendre, ou comme si même elle savait pas ce qu'elle allait dire.
Et à un moment de la conversation, j'ai osé faire cette chose, mais ça m'a beaucoup libérée. Je suis allée au bout de mon mouvement. Parce que parfois, quand les gens te parlent, t'es énervé à l'intérieur de toi. Tu dis, bon, c'est bon, j'ai compris. Abrège, c'est bon, j'ai compris. Et bien là, je l'ai fait en vrai. C'est-à-dire, je l'ai arrêté. Je lui ai dit, est-ce que là, maintenant, t'es toujours, tu penses, en train de capter mon attention ? Ou est-ce qu'elle me dit, ben non, c'est vrai. En fait, je parle plus pour toi, je parle pour moi. Et elle a reconnu ça, et ça m'a fait un bien fou parce que, alors peut-être ça a dû être dur pour elle, tu vois, mais je crois que c'est important aussi de quand on est lancé dans une conversation avec les gens. Moi, j'ai ce terme, je dis souvent, mes oreilles ne sont pas ta poubelle. Et c'est important qu'on se dise que nos oreilles ne sont pas le déchet, le tri non sélectif de l'autre, quoi. Donc, c'est important de pouvoir dire à l'autre quand il te parle, puisqu'il te demande ton attention, et les gens ne se rendent pas compte. Et souvent, quand on mange au restaurant, on ne fait pas attention à l'assiette, on fait attention à l'autre, et du coup, on ne porte pas l'attention à comment c'est bon, est-ce que c'est bien, est-ce que je mange assez, est-ce que nana, etc. Bon, bref. Mais cette histoire d'attention, ça va très, 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 très loin, et c'est important de faire l'effort de se dire, est-ce que j'ai toujours 100% de mon attention pour ce qu'on est en train de me raconter ? Et sinon, pourquoi ? Et pourquoi je ne le dis pas ? Et déjà, rien que ça, je pense qu'on vide pas mal la corbeille dans la journée. Et c'est génial parce que ce que tu dis, en fait, c'est ça, c'est la relation. C'est-à-dire que si tu ne dis rien, bah t'as pas de relation, en fait. Ouais. Parce qu'on n'est pas de plein pied avec les gens. Mon amoureux, il est comme ça en permanence. Et parfois, je me dis, oh là là. Mais il a une relation hyper terrienne et humaine. Et il est capable de sortir des trucs hallucinants. La dernière fois, on est dans un resto, tous les deux, il n'y a personne d'autre. Tu vois, aucune table occupée. Et la dame nous accueille pas très chaleureusement, c'est vrai. Donc on déjeune. Et à la fin du repas, il lui dit qu'est-ce qui est difficile dans votre métier, où il engage la conversation comme ça. Puis elle commence à lui dire mon mari, il me dit aussi parfois qu'il faut peut-être être plus chaleureuse avec les clients. Et il lui dit, votre mari a raison. Bam! Je me dis, oh là là, ça y est, c'est parti. Et donc là, il lui fait toute une explication du pourquoi. Voilà. Et il lui dit, et qu'est-ce que vous avez pensé de nous quand on est rentrés ? Ah ouais, je suis jamais allée jusque-là, moi. Et la dame lui dit un truc très juste. Il dit, en fait, j'ai pas trop aimé que vous choisissiez votre table. Il y avait aucune table occupée. Et il dit, vous faites bien de me dire ça, parce qu'en effet, en le faisant, je me suis dit que j'étais peut-être un peu trop comme ça, arrivée comme si j'étais chez moi, et que vous m'accueilliez. Mais comme vous m'avez pas très bien accueillie, finalement, et là, une grande conversation s'est lancée, tu vois, sur le restaurateur, la difficulté de l'accueil, que parfois les clients, t'as pas envie de les voir, mais tu les prends quand même. Le mari est sorti de la cuisine, tout le monde. Et il s'est passé un truc de relation, mais parce que il n'a pas peur de mettre les pieds dans le plat et de dire, ouais, mais là, et ça fait progresser. Moi, il me fait vachement progresser, parce qu'il est tout le temps en train de te donner du feedback. Et quand on donne du feedback, en fait, c'est qu'on aime les gens. Sinon, si tu t'en fous, tu leur dis rien. Et je trouve ça génial d'oser aller dans les discussions difficiles. Le conflit, ça fait partie de la relation. Si on n'arrive pas à les gérer, c'est qu'on n'a pas une vraie relation, c'est qu'on a peur que ça s'arrête, c'est qu'on n'a pas confiance, en fait. Tu peux. C'est marrant comme ça démarre. Confort, conflit, confiance. Ouais. Ça veut dire quoi, c'est ensemble, en fait. Ah ouais. C'est con. Mais conf, c'est marrant, ça. Tu viens de me mettre 3 mots alignés comme des perles autour de mon cou, là. Ok. Faut qu'on cherche, parce que là, j'ai pas toutes les réponses. Ah, conférence, ouais. Ça doit être ensemble, mais avec un f. Ouais, c'est peut-être pas ensemble, parce que c'est comme ensemble, mais bon, écoute, on va chercher ça. On va chercher ça. Ouais. Ou s'il y a des gens qui ont des idées... On pourra faire le livre des cons. Le livre des cons. Des cons avec le F entre parenthèses, et là, il y aura des vraies listes. Mais j'adore ce que tu dis sur cette notion d'avoir le courage, et encore une fois, le mot courage, ça vient de cœur, d'avoir le courage, donc, c'est-à-dire d'impliquer son cœur dans le fait de dire à l'autre ce qui a provoqué une gêne. Et je trouve que dans les relations hommes-femmes, souvent ça dégénère parce que, j'ai pas envie de faire des généralités, mais c'est vrai que les femmes en général, malgré tout, elles ont tendance un peu à faire l'appartement témoin un peu trop longtemps, c'est-à-dire à pas vouloir, montrer qu'il y a des pièces sombres, mal lavées, mal débroussaillées, etc. Et on veut d'abord s'assurer de la relation, et ensuite, une fois qu'on s'est assuré de la relation, on peut commencer à se dire, au fait, je suis comme ça, et si on parlait de ci, et si on parlait de ça.
Et je trouve que c'est une grave erreur, en fait, de ne pas démarrer par « c'est pas grave si la relation pète, mais je vais tout de suite dire ce que j'attends, ce que j'aimerais, ce que là, j'ai pas compris. Ah je suis arrivée chez toi, tu étais en train de regarder le foot, tu m'as pas dit bonsoir. Ça m'a vexée. Et moi, je sais que j'aurais tendance à pas forcément le dire tout de suite. En tout cas, j'avais tendance à pas. Maintenant, je le dirais. J'éteindrai la télé même. Mais j'aurais tendance à pas vouloir le dire parce que je me dis, il va se dire, oh là là, elle est prise de tête. Et on a peur d'être prise de tête. À ton avis, ça vient d'où, cette peur-là ? Quand on aime les gens ou qu'on a une relation par la peur, on a peur de les perdre. Quand on a une relation par le cœur, on a peur de les blesser. Là, c'est du petit lait, même si c'est pas très bon pour la santé. Donc, c'est beau. Dans ce que tu dis là, en fait, c'est d'oser dire ce qu'on ressent, pas par crainte de perdre. En revanche, si on se dit que ça va blesser l'autre, peut-être qu'on peut lui épargner certaines choses. Oui, mais par peur de blesser, du coup, on va se blesser soi. Non, pas si ça nous blesse, nous. C'est pas ça que je veux dire, c'est qu'il y a des choses qui sont pas nécessaires. Tu sais, il y a les 3 portes de est-ce que c'est nécessaire, est-ce que c'est vrai et est-ce que c'est gentil. Donc de savoir à chaque fois que tu dis un truc si ça passe ces 3 portes-là. Vas-y, redis-les parce que je les connaissais pas bien. Ça, c'est pas la communication non violente ? Je sais pas, moi je connaissais ça qui venait plutôt du bouddhisme où est-ce que c'est nécessaire, est-ce que c'est vrai et est-ce que c'est gentil. Voilà. Moi, ça y est, ça m'a fait ma semaine. Et c'est pas de se dire j'ai peur de blesser l'autre, c'est juste je n'ai pas envie de le blesser. Après, on peut dire des choses et c'est pas blessant, tu vois, parce que quand tu donnes l'exemple de ton ami, au fond, c'est pas blessant, tu lui rends service. Oui, c'est pour ça que je l'ai fait. C'est parce que je l'aime beaucoup. Pour moi, blesser, c'est vraiment blesser. C'est-à-dire... mais par exemple, tu rentres, le mec est en train de regarder du foot, il te dit pas bonjour. T'es blessé. Oui, toi, oui. Mais lui, tu vas pas le blesser en disant tu me dis pas bonjour. Blesser, c'est... moi, j'ai peur de le blesser si je le dis. Mais ça va pas le blesser, ça va blesser son ego peut-être. Tu vois ? Si on commence à distinguer l'ego... Oui, mais moi, je te parle pas de ce qui est blessant au sens... je l'ai mal pris. Je te parle de faire mal. Vraiment, la notion de quand tu blesses quelqu'un, c'est que tu lui dis quelque chose. Mais on est d'accord que dans mon exemple, j'ai plus intérêt à aller au bout du mouvement. Bien sûr. C'est énervant, j'arrive et ni bonjour, ni rien. Et... parce qu'il y a pas de relation, il te prend pas en considération, il a pas d'attention à ton égard. C'est pas normal, en effet, que tu arrives, tu rentres dans une pièce et que c'est comme si tu n'étais pas arrivé. Et là, son comportement à lui, il est toxique. Donc, c'est bien de le signaler. Après, si tu te mets à ne jamais autoriser à ce qu'il regarde du foot pendant que tu es là... Non, c'est pas la même chose, c'est juste dire bonjour. Bien sûr, mais donc là, il y a en fait 0 sujet. Et tu as raison de dire, c'est pas là qu'on est prise de tête. C'est légitime, c'est se respecter soi. C'est difficile de se respecter soi quand on n'a pas senti, justement, c'est ce dont tu parlais, cette sécurité où tu avais le droit et l'espace d'être qui t'étais petit. On les voit, les petits, aujourd'hui, qui vont un peu partout, qui crient, qui truquent, etc. Mais du coup, ils ont la sécurité que c'est OK d'aller jusqu'à ce bout de mouvement qui est chiant, de te crier dans un train, dans tout le wagon, et que, même si c'est un peu chiant, tout à coup, ils sont en sécurité d'avoir jusque là où ils peuvent aller. Et c'est vrai qu'un môme qui à peine fait « Ah !» et si le parent le brime tout de suite, il va porter en son corps cette insécurité de prise de parole, de prise d'espace. Et bon, moi, malheureusement, c'est ce qui m'est arrivé. Et c'est vrai que je monterai jamais l'Everest, mais je pense que monter mon Everest, ça va déjà être pas mal, je crois. Je m'auto-analyse avec Stéphanie Brillant et j'utilise toutes ces capacités pour me faire mon analyse. Mais tu sais, je pense qu'il y a au moins 60% de la population qui n'a pas cette sécurité. On le voit dans les attachements et donc ça fait quand même du monde. C'est quoi la différence entre attachement et relation ? L'attachement, c'est ce qu'on projette sur la relation, ce qu'on a encodé. Ouais. Mais j'arrête pas d'apprendre des trucs, c'est fou. Écoute, on va faire... des dents. On va faire le chapitre 2, oui. Oui. C'est-à-dire, redis-moi, l'attachement, c'est ce qu'on projette sur la relation. C'est ce que tu as appris
qu'était la relation. Donc, il y a différents types d'attachements. Il y a 4 types d'attachements. Ah, ok. Anxieux, évitant, désorganisé et sécure. Et il n'y a que l'attachement sécure qui nous permet d'avoir de la relation saine. Les 3 autres attachements, non. Voilà. Bah, moi, je suis dans les 3 autres. Oh là là. Redis-moi. Anxieux, évitant, ouais. Et désorganisé. Et désorganisé, ça, c'est moi. Mais ça se réapprend. Et quand il y a des cours Ouais, avec moi. C'est vrai? Oui, je fais des choses sur l'attachement, ouais. Tu peux... Moi, j'ai changé d'attachement. Comment... Il y a des cours? Non, tu donnes pas des cours, mais c'est... Il y a une forme déjà de prise de conscience. Moi, j'aime bien dire toujours que les choses commencent par la reconnaissance. Donc, pour reconnaître, il faut connaître. Ouais. Et déjà identifier et comprendre comment on fonctionne. Et se reconnaître dans les descriptions, se dire « Ah ouais, mais ça, c'est tout moi. » Tu vois, moi, j'ai commencé à faire évoluer mon attachement quand je me suis aperçue qu'en fait, j'étais pas du tout originale. J'étais tellement prévisible. Donc que c'était pas mon identité, moi qui... Non, c'était mon attachement qui faisait que j'avançais comme ça dans la vie. Et que si on regardait avec une vue d'hélicoptère, on pouvait se marrer parce que le truc, il était écrit d'avance. Et comment on fait? On identifie et ensuite, on identifie quel va être l'attachement sécure, comment on réagit, comment on se dispute, comment on entre en relation. Et à chaque fois, on projette, tu vois, et il y a des thérapeutes qui travaillent sur l'attachement aussi et qui font le rôle d'attachement sécure qu'on n'a pas eu pendant l'enfance. Les attachements log. Comment ça, les attachements log? C'est comme des psychologues, mais spécialisés dans l'attachement. Des attachements log, ouais. Il faut que je trouve un attachement log. Voilà. Mais c'est vrai que, par exemple, moi, ça me fait beaucoup moins peur, j'en parle assez souvent, donc de toute façon, de coucher avec quelqu'un que je connais pas que d'aller dîner avec quelqu'un que je connais pas. Tellement j'ai ce problème d'attachement. Ça va jusque-là. Qu'est-ce que c'est grave, docteur? Non, c'est que tu vois, t'as une notion, l'intimité pour toi, il n'est pas lié à ton corps. Ah bah voilà, bim, prends ça. Il n'y a pas de protection de... L'intimité n'est pas liée à mon corps. Bah non, l'intimité, c'est d'aller au restaurant avec quelqu'un que je connais pas. Ça, c'est vraiment quelque chose que je donne pas facilement, quoi. Voire jamais. Hein. Je suis hyper fière, je suis allée au restaurant avec toi. Ouais, mais je te connaissais. Puis t'es une femme. Non, c'est avec les hommes, en fait. Ah, bon, je peux pas aller au restaurant avec un homme qui m'attirerait éventuellement, ou si c'est une date. Je peux pas faire une date avec quelqu'un que je connais pas. Et pourquoi? T'as peur de quoi? De me faire chier. Ah. Je peux crever de me faire chier, quoi. Ah ouais. Mais vraiment, quoi. Ouais. D'accord. Je pourrais pas. Ça m'est arrivé. Et t'as pas peur de te faire chier dans un lit? Non, non, c'est au moins, c'est ça de prix, quoi. J'ai envie de te dire. Alors que... Parfois... Non, c'est toujours plus marrant. Mais non. C'est plus marrant que rien d'aller au lit avec quelqu'un. Et tu pour moi, dans mes valeurs folles. Quand même? Non, bon, d'accord. Pour moi, dans une journée, si tu finis au lit avec quelqu'un, même si c'était pas terrible ou que c'est unexpected ou je sais pas quoi, bon, à part si c'est une brute qui va t'attacher au radiateur et te mettre des claques toute la journée, mais ça m'est jamais arrivé et puis je pense pas que ce soit mon karma ou mon schéma. Mais je trouve ça plus rigolo de finir une journée avec quelqu'un que je connais pas au lit que finir une journée avec quelqu'un que je connais pas au restaurant à me faire chier. Ouais, mais tu peux un peu anticiper, te douter de ce qui va se passer au resto, non? C'est pour ça que je vais jamais au resto avec des gens que je connais pas. Parce que si j'ai déjà parlé un peu avec eux, que j'ai déjà passé 1 heure, je sais que je vais... Mais si je suis coincée dans entrée plat dessert avec quelqu'un que je connais pas, ça m'est arrivé 2 fois dans ma vie. C'était terrifiant pour moi. J'ai envie de partir et comme je peux pas partir parce que je suis quand même polie, mais peut-être que maintenant, en fait, faut que j'apprenne. La prochaine fois, je vais faire une date au restaurant avec peut-être un mec chiant. Mais je lui disais, je te préviens, si je me fais chier, je me casse à l'entrée. Ou sinon, tu lui dis, là, j'ai envie de partir. Ah, ok. Et vous allez enchaîner sur la relation. Il va te dire, mais pourquoi? Là, t'es chiant. Ok, d'accord. Et peut-être que vous allez trouver un sujet de conversation moins chiant, faire un truc plus drôle, quitter le restaurant, faire autre chose. Tu vois? Ok. Peut-être que tu finiras dans un lit, mais tu seras je serais d'abord passée par l'assiette. Ce qui est pas mal. Hein. Ok. Bon, je ferai Challenge. Je promets. De toute façon, j'ai promis que maintenant, j'irai d'abord au restaurant.
Je suis promis. Messieurs. Écoute, merci Stéphanie, merci de m'avoir présenté Anton, merci d'avoir accepté de venir pour le podcast. Merci à toi. Et puis voilà, cohérence. De toute façon, à chaque fois qu'on se voit, nos cœurs brillent. Donc brillant, c'est normal. Ouais. Merci Lisa. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci d'avoir écouté le Lisa Azelos podcast. Et si vous avez envie de me soutenir ou que vous aimez mes podcasts, n'hésitez pas à vous abonner sur tous les réseaux sociaux. Tous les liens sont en description. Vous pouvez aussi vous abonner et ou en parler autour de vous. À bientôt. Merci beaucoup.